Bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro de la saison 2 de Space Hack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour lancer cette nouvelle saison. Nous nous étions quittés sur un petit nuage avec notre hack fêtant une montée en Ligue 1 et un directeur sportif répondant à toutes nos questions ici même. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses et nous allons tenter d'aborder tous les sujets en votre compagnie et celle de notre invité dans ce space qui sera donc très dense mais passionnant. En première partie d'émission, nous nous rendrons avec notre invité dans les tribunes du Stade Océane, mais pas que. Puis nous aborderons l'actualité chaude du moment, arrivée, départ, prolongation, calendrier, matchs amicaux. Et en guise d'entracte, évidemment, CSC nous proposera son célèbre quiz avec un thème que vous découvrirez au moment venu. Mais avant tout ça, je vous propose de faire le premier tour de table de la saison. Vacances oblige, JC ne sera pas des nôtres. Tel un Jean-Michel Roussier en conférence de presse, je ne me sépare jamais de mon Mathieu Bonnemer à moi. Vous l'aurez compris, je passe la main à Guillaume pour ce tour de table. Ouais, il est vrai qu'au niveau du poids et de la calvitie, j'ai un petit air de Bonnemer. Hein. Merci Robin. Alors le Hack a perdu son capitaine Victor Lecal cet été, parti au Qatar, mais nous gardons le nôtre. Il est beaucoup trop cher pour eux de toute façon. Romain est aux commandes ce soir. Salut Romain. Salut à tous. Alors, par mes petites parenthèses, Yann, si tu peux couper ton micro juste. Nickel. Ça faisait des interférences, je sais pas si vous m'entendiez aussi. Oui, tout à fait. Ça roule. Je vais reprendre du coup. Il était à deux doigts de se faire un torticolis à force de voir des rumeurs de transfert arriver de tous les côtés. Clément est avec nous ce soir. Salut Clément. Eh bien, bonsoir à tous. Les Footix le jalousent déjà suite à son prochain déménagement à Marseille où il se lancera de nouveau à la conquête du maillot d'Arthur Desmas. Notre Samuel Etienne est là ce soir. Salut CSC. Salut tout le monde. Alors à la trêve, on a souhaité recruter un grand attaquant pour cette saison 2 de Space Hack, mais la data c'est un peu foiré. Alors en effet, il mesure 2,50 m, mais il est complètement nul balle au pied. Nous avons le plaisir d'accueillir Vivien dans l'équipe de Space Hack. Bienvenue Vivien. Salut à tous, enfoirés. Mais je confirme, je suis totalement nul ballon au pied. Donc, mais merci, très heureux de venir chez vous. Je confirme, il mesure bien 2,50 m, hein, je rigole pas. Aussi, ouais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir également avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors comme tu le disais en introduction Romain, nous recevons ce soir un des acteurs majeurs du Stade Océane, que dis-je, un des responsables de la folie qui s'empare du COP à chaque coup d'envoi et qui la saison dernière a envahi tout le stade. Oui, car ce soir, la team Space Hack, nous recevons un acteur du club. Il n'est pas sur le terrain, mais dans les tribunes. Et moi, j'ai mené ma petite enquête. Et on dit de notre invité qu'il est l'un des présidents emblématiques des Barbarians. Si les BH en sont là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. On le définit également comme une personne posée et réfléchie, avec toujours de bons conseils pour les plus jeunes. Nous avons le plaisir de recevoir le porte-parole de la Fédé des supporters, Yann Simon. Bonsoir Yann, bienvenue dans Space Hack. Comment vas-tu ? Eh bien, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation déjà, et puis pour cette belle introduction. Vous avez interrogé visiblement des amis, donc tant mieux. Et puis non, ça va très bien, hein, comme un supporter qui s'apprête à redécouvrir la Ligue 1 après 14 ans. C'est clair. Donc Yann, on est très content de lancer cette nouvelle saison de Space Hack avec toi. Nous allons aborder pas mal de sujets, mais pour commencer, peux-tu nous raconter ton histoire avec le hack ? Alors, mon histoire avec le hack, on va essayer de faire court quand même, parce que j'ai donc 46 ans. Ça a commencé un soir de mai 85. Par contre, je n'étais pas dans le stade. C'était simplement en fait le match Hack Mulhouse qui était diffusé sur France 3 en différé. Et c'est le premier souvenir du hack que j'ai, puisque avec mon père et ma mère, en fait, on n'avait pas écouté le résultat à la radio et on avait regardé le match en différé lors de mémoire. Il avait été diffusé sur les coups de 22h30 ou minuit, je ne sais plus très bien. Je n'ai pas de grands souvenirs du match, mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et par la suite, je jouais déjà au football, donc dans ma campagne du côté d'Étain-Hu. Et je commençais à avoir des dirigeants, des copains qui y allaient au hack. Et en fait, j'ai poussé auprès de mes parents pour y aller. On a commencé à aller en tribune Harfleur, donc la première année de Ligue 1 en 80 saison 85-86. De plus en plus souvent au fil des matchs, avec des souvenirs un peu particuliers. Hein. J'ai un souvenir notamment, je devais avoir 10 ans et à l'époque il n'y avait pas de parquage visiteur, donc on se retrouvait avec les supporters adverses, dont un certain attroupement
de supporters du Paris Saint-Germain. C'était l'année où Crimo avait reçu des menaces de mort, donc ça vous situe un petit peu. Ça avait fini en bagarre générale, enfin voilà. Mais ça m'avait pas dégoûté pour le mouvement supporter, même si j'étais à l'époque uniquement attaché à ce qui se passait sur le terrain. Et puis voilà, donc des 3 années ont passé, on allait de plus en plus régulièrement au foot, et mes parents se décident à prendre un abonnement, mais bien l'année où on retombe en D2, en tribune sud, cette nouvelle tribune sud là, donc on était sur le côté de la tribune sud, plutôt côté Harfleur. Et mes premiers souvenirs, c'était de regarder en fait les adversaires qui s'échauffaient juste devant nous. En fait, j'étais vraiment attiré par le jeu, par le foot, par les joueurs que j'avais sur mes albums Panini. Et puis petit à petit, voilà, la flamme a grandi pour le hack et je commençais à regarder, à être de plus en plus sensible à l'ambiance, à voir ce qui se dégageait en face de la tribune Cop. J'ai souvenir de certains matchs avec des standing ovations à la fin d'un hack Nîmes qu'on remporte 3-2, je crois, avec 2 buts de Stefanini, et le public était resté pendant 5 minutes à la fin à acclamer les joueurs. En fait, c'était mes premiers frissons, mes premiers moments de communion, et en fait, voilà, et petit à petit, voilà, j'ai un peu vieilli, j'ai lâché mes parents à l'âge de 15 ans pour aller dans le COP avec mes copains non pas de la tribune Harfleur, mais de la ville d'Harfleur, du collège. Et puis voilà, donc j'ai découvert l'ambiance du COP en me faisant tout petit parce que c'était quand même impressionnant. Et puis voilà, alors après quelques débuts dans le COP, quelques déplacements en car, voilà, un peu agités on va dire. On a décidé, on était au lycée de Jean Prévost à Montivilliers. On était une petite bande et voilà, enfin, qu'on avait connecté également avec des gens qui étaient au lycée à Port-Océane. Et on se décide de lancer une petite caisse et se dire, en fait, on veut monter notre propre groupe. Donc, on était déjà supporters depuis un petit moment et présents dans la Tribune Cop depuis un petit moment. Mais le but, c'était voilà de créer un groupe plutôt à vocation ultra, avec plus de coordination, de gestuelle, voilà, des tambours, des chants. Alors, on n'était pas passé par là en premier, mais voilà, ça a commencé comme ça, et puis donc les Barbarians sont nés. Ça a été difficile au départ, et petit à petit, le groupe s'est implanté, puis imposé au sein de la Tribune Cop pour fêter ses 30 ans cette saison. Et tu parlais de tes premières émotions il y a quelques instants, et si tu devais nous raconter maintenant comment tu as vécu la saison dernière en termes d'émotions, comment t'as vécu, si tu devais nous raconter ta saison. La saison, on va pas se le cacher, elle démarre. On est un petit peu froid quand même au départ. Je pense que celui qui prédisait une belle saison, c'est un devin. Voilà, moi j'étais plutôt réservé aussi sur le discours de Lucas Elsner, parce que je me suis dit, le pauvre, il sait pas où il met les pieds, avec un discours aussi offensif qui commence à faire rêver les gens. Si les résultats suivent pas, ça va être compliqué. Mais par contre, voilà, j'appréciais quand même par rapport à la calamité Pierre Ventier, qui ne parlait pas en termes positifs du hack, que tout était compliqué, qui parlait pas en termes positifs du public, qui ne parlait pas en termes positifs de la ville. Pour moi, c'était important qu'il y ait des gens comme ça et qui redeviennent positifs et qui essaient de créer un engouement. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, les résultats, voilà, il fallait que ça suive. Moi, très honnêtement, j'attendais une année de transition où au niveau de l'état d'esprit, on bascule, où on commence à reconstruire, parce qu'il y avait tout à reconstruire. Et je m'attendais vraiment je me disais globalement, il faut qu'on assure le maintien le plus rapidement possible, se faire plaisir et construire pour l'année prochaine. Voilà, en gros, mon état d'esprit en début de saison. On a recommencé difficilement, c'était 4000 personnes contre Grenoble. Donc voilà, il y avait même l'arrivée entre guillemets de l'équipe Roussier-Bonne-Mère-Elsner. Ça a pas forcément fait rêver les gens, qui étaient quand même, ils restaient sur une impression très très négative à propos du hack. Petit à petit, les résultats sont arrivés. On a commencé à prendre du plaisir en tribune, tout simplement. L'ambiance est montée crescendo, mais ça n'a pas vraiment décollé niveau public. On sentait que, voilà, on se disait que finalement ça arriverait comme il y a 14 ans, que les gens attendraient les beaux jours
avec le mois de mars. Après, je crois que c'est le déplacement à QRM, où il y a la grosse fan walk où on est un bon nombre de Havrais. On aurait pu être beaucoup plus nombreux, mais malheureusement, voilà, le parquage était limité. Et c'est le tournant puisque c'est là-bas qu'on passe. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, mais c'est ce jour-là qu'on passe premier du championnat. Et je pense que là, c'est un premier vrai tournant où les gens se disent tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, mais on va rester prudent parce que voilà, on y a cru pendant certaines années et puis voilà, tout est retombé. C'était compliqué. Après, ça continue de monter en puissance. Très honnêtement, faire un guichet fermé contre Bordeaux, franchement, je n'aurais jamais mis une pièce là-dessus en Ligue 2. Parce que Bordeaux, c'est un nom du football, mais voilà, quand on regardait les joueurs alignés dans l'équipe de Bordeaux, ça fait pas rêver les gens, les jeunes. Voilà, c'est donc pour moi c'était exceptionnel. Pour moi, le stade Océane, on était en mesure de faire des guichets fermés contre Paris, peut-être contre Marseille et encore, parce que quand on se rappelle des affluences à Deschazos, même Marseille, je crois que le dernier avec Marseille, on fait même pas le plein. On doit être à 15 000 sur 16 000. Les HAC Lyon, c'était du 11 000, 12 000. HAC Monaco, pareil. Donc voilà, très, très étonné de cet engouement soudain. J'avais l'impression que ça arrivait de nulle part. Et puis voilà, et en plus, janvier, on continue. On gagne tous les matchs importants. Donc là, voilà, on se pince un peu pour y croire, mais on se dit vraiment là, c'est solide. L'état d'esprit est solide, l'équipe est solide. Il y a des blessés, ils sont remplacés, ça joue quand même. Donc voilà, très très intéressant. Et puis après, ça continue de dérouler. Saint-Étienne de nouveau guichet fermé, les grosses affluences de fin de saison. Franchement, c'est un petit rêve éveillé quand même, ce qu'on a vécu. Moi personnellement, je m'y attendais absolument pas. Et puis l'apothéose en fin de saison, mais voilà, moi je l'avais partagé sur Twitter. C'est mon moment, le moment qu'on attendait tous. Pour moi, il a été clairement gâché par la faute. Alors après, bon, c'est un peu de la bêtise, cet envahissement de terrain qui a eu lieu trop tôt. Mais bon, je pense quand même qu'il y avait des gens qui étaient là juste pour la foire à la saucisse et qui se fichaient complètement des conséquences ou de leurs actes ou autres. Donc voilà, j'étais déçu sur ce côté-là et j'ai mis, j'avoue, même à la fête le lendemain, j'avais encore un peu la tête basse et je profitais pas encore du moment et c'est peut-être que une semaine, 10 jours après où j'ai commencé à savourer la montée en Ligue 1. J'avoue, je te rejoins là-dessus. Je pense que, nous, on s'est tous vu l'équipe Space Hack. C'était ce match où on s'est tous rencontrés. Donc, on a pu fêter autre chose en plus que la montée. Mais ce qui nous a permis quand même d'être dans une humeur de fête. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est un petit peu gâché le moment. Et du coup, on était sur l'ambiance. Ça fait quoi de voir ce stade Océane bouillant, même si des fois à 25 000 on aurait voulu encore plus d'ambiance, contre Bordeaux par exemple, ou voilà. Après, c'était très très chaud face à Dijon dernier match. Mais du coup, ça fait quoi de voir ce stade Océane? Est-ce que ça y est, enfin, il a une âme? Alors, bon, effectivement, ça fait plaisir. Maintenant, on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce qu'on a un public qui n'est pas éduqué, qui est un public de spectateurs. Alors peut-être avec de la bonne volonté, et on se dit qu'avec du travail, on peut les éduquer, de créer des rituels d'avant-match, de faire en sorte qu'ils nous suivent sur certains champs pendant les matchs. Alors évidemment, ça fait plaisir parce qu'on se rappelle la fin de saison dernière où il y avait le club annonçait 3500 personnes, mais je pense qu'au réel, on était 1500, 1800 dans le stade, il faut pas se le cacher. Donc passer de 1800 à 25 000, forcément, on attire forcément alors des anciens fidèles qui étaient déçus et qui connaissent un peu la réalité supporter et la réalité du club. Maintenant, il y a aussi un tas de nouveaux spectateurs. Moi, je les prends tels qu'ils sont parce qu'on a tous été nouveaux à un moment ou à un autre. Mais par contre, voilà, on a beaucoup de travail et en fait, on va travailler d'ailleurs avec le HAC, avec le service com, avec la partie animation stade, pour vraiment essayer de passer des messages et de faire en sorte que le public nous suive rapidement. Voilà.
Et justement, tu parlais d'initiative et pour que le public vous suive rapidement, je voudrais revenir sur l'intervention de Romain Lefebvre en avant-match de Dijon pour chauffer les tribunes. Alors moi, je pense qu'on est tous d'accord dans ce space pour dire que c'était juste magique. Est-ce qu'on pourra revoir ce genre d'initiative cette saison? Yann, ton micro est fermé. Il est parti, non? Non? Ouais, vous m'entendez, hein, les gars? Ouais, je suis pas tout seul. Mais Oui, bien oui, sûr qu'on oui, t'entend. oui, Yann a décroché après. Effectivement, on en parlait, Romain, dans le stade Le revoilà. contre Dijon. Ah bah Allô, voilà, ça on va a lui laisser la coupé. parole. Ouais. Ça marche, tu peux reprendre, ouais, pas de souci. Ah. As-tu entendu la question de Romain? Non, désolé, ça a coupé. Alors, je sais pas si c'était pour moi ou pour tout le monde. Attends, on C'était rembobine. pour toi visiblement. On rembobine. Ouais, tu parlais d'initiative et en parlant d'initiative, on voulait revenir sur l'intervention de Romain Lefebvre en avant-match de Dijon pour chauffer les tribunes. On se disait tous ici que c'était vraiment magique de vivre ce moment. Est-ce que tu penses qu'on pourra revoir ce genre d'initiative cette saison? Bah, oui, très certainement, je l'espère. Maintenant, je suis pas sûr que ça a vocation à être systématisé à tous les matchs. Je crois que ça doit rester exceptionnel sur alors peut-être cinq matchs cette saison, à voir. Très honnêtement, mais par contre le club, c'est vrai que quand on leur a proposé ça, habituellement on avait un peu des réactions. D'autres personnes qui se réfugiaient toujours derrière le protocole, etc. Et là, on est quand même tombé sur des gens qui nous disent, bah oui, forcément, c'est une super idée et faites-le. Alors, il faisait forcément confiance à Romain aussi, mais globalement, et puis ça a porté ses fruits. D'ailleurs, je crois que c'est de Lucas Elsner qui en parle dans le petit document, enfin le beau documentaire qui a été réalisé sur la fin de saison et le dernier match notamment. Je crois que c'est Mathieu Bonnemer également qui, dans une interview là qui a été relayée dans le site du Hack, qui dit on a commencé à 4000 contre Grenoble et on finit à 25 000 avec le capot sur le terrain. Donc j'ai l'impression que ça a vraiment marqué tout le monde. Je crois que Lucas Elsner disait moi je suis joueur, je vois ça à l'entraînement. Voilà, globalement je me suis dit ce match on va le gagner quoi. Donc ouais, il y a eu un impact. On espérait que ce soit bien, qu'il soit suivi, mais à tel point et que ça ait un tel impact au sein du club, c'est vraiment une très belle surprise. Et donc ça fait partie des discussions qu'on va avoir avec le club justement pour voilà mettre en place certaines initiatives pour faire en sorte de fédérer massivement et rapidement l'ensemble du public. Alors on va basculer sur un sujet peut-être donc un événement marquant sur lequel on souhaitait revenir, un événement marquant de la saison dernière, c'est le vol de votre bâche. Beaucoup de personnes n'ont pas compris votre mise en sommeil car éloignée du mouvement ultra certainement. Peux-tu nous en dire davantage et nous éclairer? Alors déjà moi je suis toujours membre Barbarians mais je suis absolument ni porte-parole ni membre du bureau donc c'est pas forcément évident de m'exprimer sur certains sujets pour les Barbarians, notamment sur celui-ci, voilà, qui est assez compliqué. Alors forcément, je comprends parfaitement l'ensemble du public enfin une grande majorité qui n'a pas compris, et ça c'est normal, hein, c'est la même chose dans tous les stades, dans toutes les villes. Alors évidemment, ce vol intervient à un moment charnière puisque le match sur lequel la mise en sommeil est décidée, bah, ça concerne le match qui pourrait nous permettre de monter en Ligue 1 après 14 ans. Alors effectivement, il y a eu au sein du groupe, il y a eu une assemblée générale extraordinaire, il y a eu un vote, la majorité a voté pour cette mise en sommeil. Après, certains disent le fond y était, la forme on aurait pu faire autrement, voilà. Mais c'est la vie d'une association, il y a des débats, il y a des gens qui étaient pour la mise en sommeil, il y en a d'autres qui étaient minoritaires, mais qui étaient fortement opposés. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que il y a un vol de bâche l'année dernière, enfin la saison dernière, quand on est dans le ventre mou, qu'il y a 1800 personnes au stade Océane, personne remet en cause la mise en sommeil. Donc c'est vraiment en fait voilà l'aspect sportif en fait qui fait réagir les gens, mais sur le fond que les Barbarians se mettent en sommeil, je suis pas sûr que ça faisait réagir beaucoup de monde. Donc c'est un sujet épineux qui divise, enfin qui a divisé, qui divise encore.
Voilà, maintenant l'important c'est de se tourner vers l'avenir. Et justement, l'avenir, c'est la Ligue 1. Ça veut dire aussi certainement des parquages adverses plus denses. Qu'avez-vous prévu en Tribune Cop pour faire face et mettre l'ambiance? Et où en est, si tu sais nous dire, le projet de Tribune Debout? Alors, l'un ne va pas sans l'autre. Pour faire face, en fait, pour moi, ce qui est clair, bon, les Barbarians ont toujours un rôle majeur c'est le moteur, on va pas se le cacher, c'est le moteur numéro un de la tribune, avec notamment le capot qui est en poste. Une des premières décisions qui a été prise lors de l'Assemblée générale Barbarians, c'est de remettre le capot et le groupe en plein centre de la tribune, parce qu'on s'est aperçu que il y avait un côté de la tribune Cop qui chantait beaucoup plus que l'autre, et malheureusement le Cop bas c'est uniquement 1700 personnes, donc quand on perd déjà une bonne moitié, ça laisse plus grand monde, et effectivement ça nous met en infériorité numérique par rapport à des gros parcages. Donc ça c'est une première décision. La deuxième effectivement c'est de profiter d'être plus fédérateur aussi. Ça c'est moi je sais que je suis Barbarians, mais je suis aussi actif, porte-parole de la fédération des supporters, et j'ai toujours un œil aussi à la fois ultra mais aussi global, et je me dis que les Barbarians doivent être aussi complètement connectés à la tribune, ce qui n'était pas forcément complètement toujours le cas l'année dernière. Donc c'est important de travailler là-dessus, et c'est des messages que moi j'ai déjà fait passer et que j'essaierai de faire passer encore. Ensuite, c'est de profiter de cette tribune debout. Alors, parce que globalement, alors si on revient sur la tribune debout, c'est un combat qui date de 6 années. Pour ceux qui ont de la mémoire et qui étaient abonnés en COP, ils se rappellent peut-être qu'ils ont pris un abonnement il y a 6 ans et on leur a dit la tribune va devenir debout dans l'année, au cours de la saison. Malheureusement, ça s'est jamais fait parce que globalement, personne s'est occupé du dossier. Même si nous, de notre côté, on avait récupéré le dossier complet de la tribune Marek de Lens, et globalement, il fallait simplement faire un copier-coller. Donc ça s'est pas fait la première année, et puis après, voilà, il y a eu plein de raisons qui se sont ajoutées, plus ou moins véridiques. Visiblement, la sous-préfète, qui a été remplacée par le sous-préfet Kédervé, était radicalement opposée. Donc ça a duré pas mal de temps. Ensuite, on nous a dit que la tribune était trop faiblement remplie, donc ça ne valait pas le coup. Voilà, donc je voyais pas trop le rapport. Après, il y avait un côté économique aussi, où le club a dû serrer la vis, et malgré tout, enlever des sièges, ça a un coût moyen. Par contre, mettre des barrières anti-déferlement et tout réadapter, ça a un coût, et je pense que le club avait pas envie de dépenser d'argent à ce moment-là. Donc là, ça y est, la décision a été prise, c'est acté. Et très logiquement, alors il y a eu 2 infos. C'était prévu pour le début de l'année. Ensuite, on nous a dit après la trêve internationale de septembre. Et là, récemment, le club nous a confirmé que les travaux allaient commencer, je crois que c'est cette semaine ou la semaine prochaine, et que l'objectif, c'était d'avoir une tribune debout, Cop basse, donc debout, dès le premier match de la saison. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis pour enchaîner sur la question, effectivement, la tribune Cop debout doit nous permettre, en fait, on l'espère, de sélectionner un certain type de public. C'est-à-dire, j'entends par là, on va pas prendre un abonnement en tribune Cop basse, s'asseoir dans un coin et regarder tranquillement le match. Le stade est suffisamment grand pour que chacun y trouve sa place, et quand on bénéficie que de 1750 places en tribune basse Cop, il faut vraiment que ce soit peuplé, surtout en Ligue 1, de 1700 supporters. Donc ça, c'est très important. Donc on espère vraiment fédérer de ce côté-là. On reviendra peut-être après sur les abonnements, mais on espère fédérer de ce côté-là. Et puis bien évidemment, quand on parle gros parquage, on peut parler de gros parquage, mais si Paris vient, je pense que ça va déborder du parquage. Marseille, pareil. Et le parquage a un gros avantage par rapport à notre tribune. On va dire, on regrette finalement que notre ancien COP de ce côté-là, c'est que nous on se retrouve en bas, mais ça ne résonne pas énormément, et en fait ça résonne beaucoup plus quand on est à l'étage. Donc le parquage résonne plus que notre COP bas, et donc on a vraiment besoin, et ça on va multiplier les appels, que la tribune COP haute joue pleinement son rôle de soutien. Et donc quand on parle, malheureusement on parle de COP bas et de COP haut, j'aurais voulu éviter de le faire,
mais on est bien obligé de composer avec. Et donc, il faut que le COP O soit très présent. Donc, le club a joué le jeu. Il y a les 2 travées centrales qui sont en emplacement libre, non numéroté, pour permettre justement que des gens qui soient dans un esprit de COP supporters prennent place ici et voilà et suivent les chants qui seront lancés. Donc on a un besoin de coordination aussi avec cette partie-là. Et voilà, globalement le but, nous on va redoubler d'efforts. Maintenant, il faut effectivement que le public suive quoi qu'il arrive. J'espère que ce space permettra de faire passer aussi tes messages et qui seront entendus. Effectivement, on voulait revenir sur la campagne d'abonnement. On sait que le club avait fixé la barre à 11 000 abonnés et qu'il garde environ 9 000 places sèches en vente pour chaque match. On a pu lire pas mal de mécontentement autour de cette campagne d'abonnement. Qu'as-tu pensé toi personnellement de cette campagne? Ouais. Dans un premier temps, je pense que le club quand même s'est fait surprendre. Et je vais pas leur jeter la pierre parce que nous, en tant que supporters, on s'est parfois fait surprendre au cours de l'année. J'en veux pour preuve le déplacement à Caen, qui est lancé très tardivement. On a des échos comme quoi beaucoup de supporters ont déjà pris des places ailleurs. Et en fait, quand on lance le déplacement en se disant obligation d'y aller en bus, ça va faire suer les gens, etc. Et finalement, en 5 heures, en fait, les 900, plus de 900 places sont parties. Donc globalement, il y a un tel engouement et on n'était pas habitué à ça, donc on apprend aussi. Donc je crois que le club apprend. Mais effectivement, après, mon décision était prise de plafonner à 11 000 abonnés. De plafonner à 11 000, c'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, je dirais que c'est la façon dont on a cumulé ces 11 000 personnes, peut-être qu'il y a des petites choses à redire. Aujourd'hui, sur ces 11 000, en fait, le COP bas est 100% abonné. C'est-à-dire que quand je dis 100% abonné, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de place sèche unique disponible à la vente lors des matchs. Donc le COP bas, le COP haut, dont je parlais avec les 2 travées centrales qui sont libres, il est également 100% abonné. La tribune sud famille basse est 100% abonnée également. Et d'ailleurs, dedans, il y a l'emplacement du COP Océane, c'est 150 places. Et en fait, le COP Océane est 150 désormais. Donc, il y aura pas de place à vendre séparément. Je reviendrai après sur la plateforme de revente. Donc, globalement, les gens pourront trouver des places en tribune COP haute, mais uniquement sur les sièges numérotés. Et en tribune COP sud haute, alors en tribune latérale également forcément, mais en tribune COP sud haute, même si ce sera limité puisque c'est un secteur aussi qui va être réservé aux clubs de foot de la région. Donc globalement, les places à bas prix, il y en aura relativement peu. Donc quelque part, il y a peu de places disponibles, 11 000 au total, visiblement il y avait des mécontentements. Globalement, tous ceux qui étaient abonnés l'année dernière, ils ont eu droit à leur abonnement. Le petit bémol que je mettrais par rapport au club, c'est peut-être qu'ils auraient dû un peu fouiller dans l'historique et de faire des priorités également pour les gens qui n'étaient peut-être pas abonnés l'année dernière, mais abonnés la saison précédente ou la saison d'avant, etc. Et je pense que ça aurait permis peut-être à des fidèles qui ont peut-être lâché une année, malheureusement, et la mauvaise, ou 2 ans, mais qui ont été fidèles pendant 10 ans, de pouvoir raccrocher. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de alors ça fait parler également des CSE, des comités d'entreprise, aujourd'hui appelés CSE. Certains ont vendu énormément de places, je crois que Total a dû en vendre 700. Quand même quelques réserves là-dessus, parce que globalement, c'est des abonnements payés à 50%. On peut imaginer que certaines personnes ont pris un abonnement et se disent peut-être qu'en l'ayant payé 70 ou 80 euros, s'ils voient 5 matchs dans l'année, ce sera suffisant et l'abonnement sera remboursé. Donc j'espère que ces personnes-là sont pas en tribune COP déjà. Mais bon, on verra, on avisera. Moi, je suis quand même plutôt positif sur l'ensemble parce que aujourd'hui, on a des problèmes de riches et c'était pas le cas ces 5 dernières années. Donc profitons et travaillons sur cette base.
Alors Yann, quand on a préparé l'émission, tu souhaitais également aborder un tout autre sujet, qui est celui de la multipropriété. Nous avons vu récemment pas mal d'exemples dans le football, comme le City Football Group, propriétaire de Manchester City, qui a racheté pas loin de 11 autres clubs, dont 3 qui est descendu en Ligue 2. Un autre exemple, Eagle Football, dont le patron John Textor vient de racheter l'OL, tout en étant déjà propriétaire du Crystal Palace. Il y a aussi Strasbourg et Chelsea, Nancy et Ostende, Toulouse et le Milan AC. Yann, peux-tu nous expliquer le danger de cette multipropriété? Le danger, il est clair, il est à tous les niveaux. Déjà, c'est une perte d'indépendance des clubs qui sont soumis en fait à une autorité, à une autre autorité qui émane d'un autre groupe, d'un autre club. Donc la politique sportive, elle n'est plus indépendante. Aujourd'hui, un Mathieu Bonnemer, vous imaginez, je pense que personne n'imagine un Mathieu Bonnemer qui doit répondre au doigt et à l'œil aux ordres du City Group ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une perte d'indépendance, une perte d'identité pour moi, pour les clubs également. Même si l'identité, à la fin, c'est toujours le public et les supporters qui l'incarnent, quand les dirigeants ne font pas le boulot. Et puis après, globalement, c'est bon, tous les exemples sont tirés pour moi vers le bas. Il n'y a pas un bon exemple aujourd'hui qui peut durer sur le long terme. Moi, à titre personnel, j'en fais vraiment un combat et j'ose espérer que Vincent Volpe ne vendra jamais au plus offrant et qu'on tombe sur soit un fonds de pension vautour ou qu'on devienne un club satellite. Je dirais que le danger pour le hack, il est encore plus important que pour les autres parce que je pense que notre centre de formation, c'est une terrible proie pour les vautours. C'est-à-dire que globalement, si on se faisait racheter par je vais donner un exemple parce qu'il y a eu quelques échos à un moment donné, c'était Leicester. Se faire racheter par Leicester, globalement, la seule chose qui les intéresserait, c'est de prendre rapidement les meilleurs éléments de notre centre de formation. Se faire prêter des joueurs qui ne sont pas voulus, qui ne rentrent pas dans le système de l'entraîneur. Enfin, pour moi, il y a rien qui colle. Et in fine, on se rend compte là, Toulouse. Moi, je trouve ça dommage que l'UEFA, alors pas pour les Toulousains, mais pour le principe que Toulouse ait eu le droit de jouer la Coupe d'Europe, parce que globalement, à un moment donné, avec la multiplication des propriétés, il y a de fortes chances que des clubs se rencontrent et qu'il puisse y avoir des arrangements à un moment donné. Donc, il y aura des répercussions également sur le domaine sportif. Merci beaucoup Yann pour cette première partie. Les gars de la team, vous voulez peut-être poser une question à Yann, profitez. Moi, il y avait une question. Vas-y, c'est. Alors moi, ça revient sur le domaine de la sécurité et ayant fait pas mal de stades et tout la saison dernière. J'avais une question pour toi Yann concernant la Tribune Cop. Est-ce qu'il va y avoir un filet de mise en place comme on peut voir par exemple à Lyon, à Marseille ou Rennes par exemple? Alors oui, il va pas y avoir de filet directement, mais vous allez voir des poteaux qui peuvent supporter un filet. Donc ça fait partie des éléments de communication qui vont être très importants pour nous, parce que globalement, ce filet, on peut l'éviter. Par contre, au moindre lancer ou autre, il y aura un rapport forcément qui sera remis par le délégué à la ligue et à la commission de discipline, et on risque de voir le filet se hisser. Donc pour ceux qui sont un peu anciens, voilà, vous avez dû le connaître, à Deschazos, c'est quand même particulièrement pénible. Et en plus, je connais pas la dimension des mailles du filet, celles des Deschazos, ils étaient assez grandes. Je pense que voilà, on a tous à perdre. Malheureusement, on sait que parfois les incidents, ça dépend d'une ou deux personnes et pas de la majorité. Donc, à nous d'être collectivement vigilants et en espérant que ce filet ne soit jamais de sortie et que ces poteaux servent uniquement à pouvoir déployer des beaux tifos verticaux et voilà, et qu'on en reste là. D'accord. Et juste pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses qu'il va y avoir mis des barrières anti-débordement sur la pelouse et des trucs comme ça? Non, je ne crois pas, parce que alors c'est pas officiel ce que je dis, mais globalement le stade Océane est très mal fait à ce niveau-là. Et en fait, avec les barrières anti-déferlement, il y a des risques de blessures et autres qui sont plus importantes donc qu'ailleurs.
Donc globalement, je pense qu'il n'y en aura pas. Merci Yann, merci CC pour tes questions. Je vous propose qu'on bascule vers l'instant que tout le monde attend, hein. Je vous propose qu'on bascule vers le quiz de CSC, dont le thème de la soirée est un spécial recrue, je crois. CSC, tu vas nous en dire plus et je te laisse choisir tes victimes. Alors Yann est une victime désignée d'office. Je te laisse choisir la deuxième. Je vais faire dans le grand. Je vais prendre la nouvelle recrue, Vivien. Si t'es d'accord. Je m'en doutais un petit peu. J'espère que tu t'es bien entraîné, hein, parce que franchement, il y a 2, 3 petites questions que j'ai préparées spécialement pour toi. D'accord. Non, on va faire, donc effectivement, donc on va lancer le quiz. Alors, il y a 2 formats. Soit je fais 5 questions pour un invité et j'en fais 5 autres pour un auditeur, ou etc. Ou il y a le deuxième format où j'ai fait 10 questions et l'invité choisit ces 5 questions et on va faire ce format-là. Donc, Yann, je vais te demander de choisir 5 questions entre 1 et 10. Alors, excusez-moi, j'ai été coupé. J'ai juste entendu la fin. Donc, 5 questions entre 1 et 10. Donc, je choisis c'est le ça. 2, le 3 ou du 1 à 5 ou de 5 à 10 ou de 6 à 10. Ouais, c'est ça, c'est toi qui choisis. Tu choisis. Bon, allez. Bon, bah 2. La 2? Allez, on va Non. commencer par la 2. Allez, c'est parti. Yann, combien de buts a inscrit notre nouvelle recrue qui a signé aujourd'hui Rassoul Ndiaye en Ligue 2? En Ligue 2, donc en 2 saisons. En 2 saisons, ouais. Je crois qu'il en a mis 1 l'année dernière et il en a mis 3 ou 4 l'année d'avant. Allez, je dis 4 au total. Tu y étais presque. C'est 6 buts en 2 saisons. D'accord. J'avais la réponse, bordel. Peut-être même la Allez, seule réponse de toute la soirée. Dis-moi une deuxième question à te poser, Yann. Comment? Choisis-moi une deuxième question. Bon, on va prendre allez, la 1. On retourne sur Rassoul Ndiaye, qui a signé aujourd'hui. Dans quel club Rassoul Ndiaye a-t-il signé son contrat pro? Dans quel club il a signé son contrat pro? Ouais. Le premier club. Le premier club. Ah. Donc, comme ça, il a 21 ans, il a signé il a fait 2 ans à Sochaux. Honnêtement, j'étais resté sur Sochaux à 19. Alors, il a peut-être signé 18 quelque part, mais je ne sais pas. Donc, je vais dire Sochaux. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'était une petite question piège. Oui. Première bonne réponse pour toi. Première bonne réponse pour toi. Allez, encore 3 autres questions. Yann, choisis ton numéro. La 3. On va continuer dans l'ordre. Ouais, on va commencer tranquillement. On va parler de Kandé Diawara, qui a effectivement signé son contrat au Havre. Dans quel club Kandé Diawara a-t-il effectué sa formation? Le RC Lens. Effectivement, très bonne réponse. Ça fait 2 sur 3 pour Yann. Yann choisit une autre question. La 4. Ça sera plus simple Allez. pour l'autre invité. Si on part comme ça, Vivien, t'es dans la merde. Dans quel club Cheikh Doumbia a-t-il signé son premier contrat pro? Lorient. Non, pas dans le premier contrat pro, pardon. Est-ce que c'est Lorient ou c'est le Havre? Est-ce qu'il était que stagiaire? Je dirais le bac. Ouais, effectivement, et c'est encore une très bonne réponse, c'est ce qu'il était en stagiaire pro. Ouais. Donc, premier contrat pro pour Cheikh Doumbia au Havre. Effectivement, troisième bonne réponse sur 4 questions. Et dernière question pour toi, Yann, choisis ton dernier numéro. Bon, je vais essayer de ne pas mettre Vivien dans la merde. Je vais prendre la 10 alors, si ça l'a. C'est gentil. Oh non, C'est gentil. c'est ce que j'avais réservé pour lui. Question numéro 10. On va partir sur Loïc Nego maintenant. Donc, Loïc Nego a inscrit le but égalisateur avec la Hongrie en barrage des éliminatoires de l'Euro à la 88e minute. Peux-tu me dire contre quelle sélection? Alors là, c'est une bonne question. Ça va être complètement au hasard. La Hongrie contre la Slovaquie. C'est dommage. C'était l'Islande. Et la Hongrie avait fait un comeback incroyable. Nego avait égalisé à la 88e. Et c'était Zobolozai qui avait égalisé, qui avait mis le deuxième but à la 90 plus 3 ou quelque chose comme ça.
Donc ça Très fait, bien. ça fait 3 sur 5 pour toi, Yann. Donc maintenant, on va passer aux questions pour Vivien. J'ai hâte. J'ai peur. J'ai très peur. Ah ouais? Non, Ah, non, tu non, tombes ça va bien. aller. Alors, première question pour toi, Vivien. Dans quel club Yoann Salmi a-t-il signé son premier contrat pro? Ah, c'est pas évident. Alors, il a été pendant 6 ans à 3, mais est-ce que son premier contrat pro, il l'a signé à 3? Moi, si je Yoann peux te donner un Salmi. petit indice, il a 30 ans. Ouais. Ouais, donc c'est pas à 3. Donc non. Un contrat tardif. Yoann Salmier, Presque l'âge de Guillaume. j'en ai aucune idée, honnêtement. Allez, Nantes. Le FC Nantes. Ah non, c'était Strasbourg, le RC Strasbourg. Ah, mince. Mince, Deuxième mince. question, deuxième question pour toi, Vivien. Combien de matchs a disputé Yoann Salmier en Ligue 1? Alors, je suis gentil, je veux dire à 10 près. En Ligue 1, il a dû faire 2 saisons, les 2 dernières saisons en Ligue 1. Ouais, je dirais 63. Même à 10 près, hein. J'aurais pu t'accorder, hein, mais à 10 près, Ouais. ça passe pas. C'était 77 matchs Ah, disputés en Ligue 1 pour Yoann Salmier. bon, Toujours 0 sur 2, hein. Là, t'as pas le choix, hein. Va falloir que tu fasses un comeback incroyable. la catastrophe. Allez, troisième question pour toi, Vivien. Dans quel club a été formé Issa Soumaré? Mais là, j'ai à QRM, mais est-ce qu'il était formé à QRM? Euh, Ah, j'ai été vachement dur, hein. François, il aurait ah ouais, été là, j'étais mort. Soumaré, dans quel club il a été formé? J'en ai aucune idée. J'en ai Donc, aucune idée. Ouais, comme vous pouvez le comprendre, hein. Donc, on essaie de découvrir nos recrues. ouais. J'ai mis QRM parce que j'ai pas d'autres pistes. Alors, j'ai été étonné, je pensais pas qu'il avait signé ici, mais son premier contrat pro, c'était à l'US Orléans. Alors, sacrée surprise, il a joué 2 saisons là-bas. Ah, Donc, effectivement, c'est oui. l'US Orléans, en août D'accord. 2019. Ah, attends, je mets quand même un bémol parce que t'as demandé où est-ce qu'il était formé. Non, dans quel club a été formé? Ouais, Issa Soumaré a été formé à Orléans. Génération Foot. C'est mon petit bémol Ouais, de la bah, soirée. Ah, c'est Ouais, un des meilleurs centres de formation d'Afrique. ouais, Je prends après, même les meilleurs. je cherchais vraiment un club français. Ah bon, d'accord, désolé. Là, j'avais encore moins, C'était le point la chiant. réponse, là. Désolé. Donc on peut déjà dire hein, que Yann a gagné, mais on va continuer les questions. On va Achève-moi, s'il commencer, te plaît, achève-moi, Pour le achève-moi. sport, pour le sport. on va continuer sur le Loïc Nego. On va voir la question numéro 9. Dans quel club est formé dans quel club est formé Loïc Nego? Ah, je crois que c'était le FC Nantes, pour le coup. Effectivement, Ah, effectivement, un point. Il sauve l'honneur. il sauve l'honneur. Et là, on va parler sur notre recrue phare, Daler Kouziev. Ouais. Combien de matchs de Ligue des Champions a disputé Daler Kouziev? Donc, on en a pas mal parlé la semaine dernière. Je As-tu crois m'en retenu souvenir, je crois que c'est 14. Effectivement, hein, t'as tapé dans le mille. Eh, C'est 14. Mon petit 2 sur 3. Bon, allez, je vais bon, être ça gentil va. avec toi. Je vais être gentil avec toi, Vivien. Je vais t'accorder une question bonus. Ah, Où est né Daler Kouziev? Évreux. Évreux. Comment on dit hébreu en russe? Évreux, c'est ça. il est né, C'est un russe de l'Ouest. Il est né au petit col Moulin, Mais non, comme moi. effectivement, il Non, n'est pas j'en né sais à rien. Évreux, mais il est pas né à Évreux, si ça peut t'aider. Où est-ce qu'il Non, est né? c'était une petite blague. Moi, je pense que tu trouveras jamais. C'est la ville ou le pays? Bah La non, ville. la ville. La La ville. ville. Voilà. Putain. Saint-Pétersbourg, là où il joue, Non, mais je non, pense du pas. tout, Non, du non, tout. c'est une petite ville, hein, Et, perdue, je pense. et non, il est de Bolbec, hein, comme François Meneroux. Excellent. Non, il est né à Naberezhny, Chelny, donc c'est une ville en Russie, qui est très sympa d'ailleurs. Enchanté. J'ai regardé deux, Ah, trois ouais. photos. Ça peut être pas mal de partir là-bas.
Merci Bon, Yann. beaucoup, Il merci est beaucoup. fini, donc je te redonne la main maintenant, mon capitaine. Ouais, victoire de Yann, hein, victoire écrasante Victoire hein, de de Yann. Yann. Écrasante, 3-2, écrasante. Écrasante. Merci. C'est encore une fois pour ce très bon quiz, hein, le tout premier de la saison et qui nous a permis de découvrir un peu plus sur nos recrues. Nos recrues, on va en parler dans cette deuxième partie de Space et c'est Guillaume qui va prendre la main. Guillaume, je t'en prie. Tu m'appelles plus Mathieu Bonnemer, je suis déçu. Ouais, on va parler mercato parce que depuis qu'on a commencé à préparer l'émission avec Romain, il s'en est passé des choses et au tout début, hein, avant justement l'ouverture du mercato, Jean-Michel Rossi avait dit en conférence de presse que le HAC avait un budget largement inférieur à ses concurrents directs pour le maintien. Mais malgré cela, on a vu des mouvements démarrer et pas des moindres. Alors, si vous me permettez, on va faire d'abord un petit point sur les départs. Et je vous demandais votre analyse sur certains joueurs. Tout d'abord, Amir Richardson, hein, donc c'était celui qui était connu depuis un an. Mais le voir avec l'équipement rémois, hein, comme on a pu le voir sur Twitter cette semaine, c'était assez difficile à voir. C'est Amir Richardson, hein, c'est un joueur qu'on va regretter cette saison, selon toi? C'est Dorsey, c'est foutu. Il a fait sa partie, ça y est, il est parti. Vivien, Ok. est-ce qu'on va regretter Amir? Vivien sauve les meubles. C'est Bon, pas Richardson, c'est Richard Nixon. Non. Tu t'es trompé. Richard Guillaume. Nixon, effectivement. Ben oui. Non, mais c'est Alors, t'es viré, tu peux aller ouais. dormir. Non, je suis là, mais ça a bugué. J'entendais un mot sur trois, donc j'ai essayé de Vas-y. déchiffrer, mais. Ton avis sur Richard Nixon, est-ce que c'est un bon président des États-Unis ou pas? Ouais, c'est compliqué. Moi, je suis trop jeune là pour répondre à des questions comme ça. Ouais, je te poserai des questions sur les Teletubbies la prochaine fois. Du coup, du coup, le départ de Amir Richardson, c'est un départ qu'on va regretter au sein du HAC. Ouais, non, ouais. Alors, pas si sûr parce que on a perdu quand même Victor Lecal et Amir Richardson, mais je pense que Bonner a vu juste. Pour moi, on est arrivé à un fin de cycle, malheureusement. Et le fait d'avoir renouvelé notre milieu de terrain comme ça, avec Targaline qui était là, avec Targaline Keshta qui a joué une saison avec eux, et le fait d'avoir renouvelé avec Kouziaev, Ndiaye, etc. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien, ça va apporter de la fraîcheur, ça va apporter de la qualité en plus, et j'ai très très hâte de les voir évoluer ensemble, ces joueurs-là, et en plus on double leur poste. Donc franchement, je suis vraiment hypé par ce milieu-là. Ça marche, merci CSC. Et Clément, cette saison, donc on a perdu Victor Lecal, un capitaine emblématique de la saison dernière et des saisons précédentes pour le Qatar. Donc c'est probablement un des départs les plus déchirants qu'on a connu au HAC depuis pas mal d'années. Qu'est-ce que tu en penses toi, Clément? Bah oui, c'est clair. C'est, je pense, le départ de cette intersaison. Pour l'instant, moi, je vois pas de profil qui le remplace. On perd un leader technique sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. C'est sûr, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas prolongé avec nous. En même temps, bon, je peux le comprendre. C'est vrai qu'il a eu 3 blessures. Il commence, voilà, le football, ça peut s'arrêter pour lui du jour au lendemain. Donc, je comprends qu'il veut aussi assurer un peu son avenir. Mais voilà, c'est vraiment dommage de pas avoir un joueur comme ça, de sa trempe avec nous en Ligue 1. Oui, tout à fait. Et Vivien, je sais pas si t'es parti faire la sieste à la place de CSC du coup. Mais, Non, je suis là. je voulais aborder avec toi le départ de Djamal Thiaré. Est-ce que selon toi, Djamal Thiaré laissera une trace dans l'histoire du club? Ah, moi, clairement, oui. D'un point de vue, moi, personnellement, d'un point de vue affectif, c'est un joueur important du club. Il a marqué, alors, il a été souvent blessé, il n'a pas toujours été très régulier. Mais oui, c'est un joueur qui, par son abnégation, par sa capacité, enfin, il a jamais triché. Hein, c'est vraiment un guerrier et c'est pas le type de joueur qui se cachait. Il allait au bout de ses efforts, il terminait ses matchs complètement claqués parce qu'il courait partout. Donc rien que pour ça, même si techniquement il était limité, même si il était très fragile physiquement, pour moi c'est quelqu'un qui a marqué le club clairement. Oui, oui, c'est vrai. Et il sera pas facile à remplacer parce que il avait cette capacité quand il rentrait comme super sub. Hein, on le qualifiait de super sub, Djamal Thiaré. Il était capable de renverser une situation, de créer des brèches, de provoquer de nombreux penaltys et de très nombreux penaltys même à une époque.
Donc ouais, moi il va me manquer personnellement et je serais curieux de savoir dans quel club il va atterrir dans un futur proche. Là, on n'a pas eu de nouvelles d'ailleurs, on sait pas trop quand on l'a courtisé à un moment donné, mais il a toujours refusé les propositions de Caen, donc je sais pas du tout ce qui va devenir de ce joueur, mais je le suivrai attentivement dans le futur. Il a du goût, c'est tout. Hein. Il a du goût. Ouais, c'est ça. C'est un fidèle s'il est marié. Et Romain, tu garde le micro ouvert parce que Cheikh Oumar Diakité, qui retourne au PFC à la fin de son prêt, et Terence Kongolo qui retourne à Flamme après un prêt très concluant contrairement au premier cité. Qu'est-ce que tu penses de ces deux départs? Cheikh Oumar Diakité, donc il a jamais trouvé sa place, mais Kongolo, c'est un joueur qui va nous manquer en défense. Cheikh Oumar qui? Ouais, voilà. Non, bah, malheureusement, ça a pas fonctionné pour lui. Mais on n'est pas à l'entraînement. Est-ce qu'il a fourni les efforts nécessaires pour s'imposer? Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup trop fort devant lui? Malheureusement, après, bon, il sortait aussi d'une mauvaise saison PFC, donc bah voilà, c'est un joueur peut-être qui percera pas en Ligue 2, on verra. Thérèse Kongolo, c'était dans un tout autre registre. C'était on savait qu'il y avait quelque chose chez ce joueur-là quand même. Et puis bah il a répondu présent les fois où le coach a eu besoin de lui. Il a même répondu plus que présent. Après ça reste un prêt, hein, donc on savait que ça allait se terminer. Donc un départ programmé et normal. Et je pense qu'avec ce qu'a été cherché Bonne sur le marché des transferts, on n'a pas à s'inquiéter de compenser le départ de Kongolo. Ça marche, merci Romain. Alors du coup, tous ces départs ont été compensés pour la plupart par certaines arrivées. Et voilà, on va se tourner maintenant vers l'avenir et donc aborder ces arrivées. Alors il a beau être pépère en vacances en ce moment, hein, comme on l'a dit tout à l'heure en présentation, il a quand même travaillé pour nous, CJC, et il a analysé les arrivées au sein du HAC. Donc je vais tous les énumérer et je vous laisserai le choix après d'aborder tel ou tel joueur et donner votre avis bien évidemment sur ces joueurs. Alors le premier à avoir débarqué à Socans, c'est Loïc Nego, donc arrière droit, qui va être en concurrence directe avec Walid El Ajam. Il est né en France, mais pas à Évreux. A priori, formé à Nantes, mais parti très tôt à l'étranger, notamment en Hongrie, où il a acquis la nationalité du pays et est devenu international. Donc, un latéral offensif et expérimenté, comme le précise JC. Ensuite, Cheikh Doumbia, jeune arrière gauche de 18 ans en provenance de Lorient, un joueur à fort potentiel si on en croit les tweets des Merlus, qui aura le rôle de doublure de Christopher Rupperi. Troisième arrivée, c'est Johan Salmier, et le meilleur pour en parler, c'est JC, un joueur expérimenté et fidèle, n'a connu que 2 clubs jusqu'à présent, Strasbourg, son club formateur, et Troyes. Il était capitaine de Troyes, il peut jouer dans une défense à 3, mais aussi à 4. Dans une défense à 4, il joue axe gauche, il peut aussi jouer latéral. Il sort de 5 saisons pleines et de plus connaît l'expérience bas de tableau Ligue 1. Suivant sur la liste, donc Issa Soumaré, 22 ans, 6 buts et 6 passes décisives avec QRM la saison passée. D'après JC, c'est un gars qui peut avoir le niveau Ligue 1. Il le trouve très costaud dans les duels, plutôt bon dribbleur et avec surtout une belle vision de jeu. Il a un doute sur sa pointe de vitesse parce qu'il ne l'a pas vu jouer la profondeur. 5e recrue en Paris, comme l'a dit Mathieu Baudemer, c'est Grandé Diawara, percutant dribbleur et très rapide balle au pied. Belle frappe, intéressant en super sub selon notre ami JC. Alors peut-être le futur super sub en placement de Jamal Thierry, comme nous disait notre ami Vivien tout à l'heure. 7e recrue, oui, j'en ai passé une, je sais, c'est fait exprès. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc la 7e recrue, c'était aujourd'hui, c'est tout frais, c'est Rassoul Ndiaye, jeune milieu de terrain de 21 ans provenant de Sochaux, arrivée toute fraîche. Voilà, je compte sur vous pour nous en dire un petit peu plus ce soir. Et pour aborder la recrue la plus marquante de ce mercato, la 6e, je vais vous dévoiler un petit bout des coulisses de SpaceHack. Alors, c'était le 12 juillet, il était 3h du mat. CSC nous a balancé son fameux alerte mercato sur le fil de discussion de l'équipe. Alors, comme bien souvent c'est des conneries, j'ai du mal à le croire. Alors, vous savez, c'est comme l'histoire de Pierre et le loup, le gamin qui crie au loup et qui fait déplacer tout le village pour rien. Et le jour où le loup est vraiment là, il se fait bouffer parce que personne n'est venu. CSC, c'était un peu mon Pierre, sauf que là, j'ai pris un international russe en pleine poire au réveil. Mon CSC avait raison, on a encore du mal à réaliser. Alors, Daler Koutiev, qui est-il? International russe, aux 46 sélections, âgé de 30 ans, provenance de l'immense club du Zénith Saint-Pétersbourg, qui évolue au milieu de terrain. Clément, on va démarrer par toi. La recrue sur laquelle tu souhaites parler, peut-être Daler, vu que je viens d'aborder le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on va parler de Daler alors. Daler, moi je l'ai jamais trop vu jouer. J'ai suivi un petit peu le championnat russe. Le Zénith, il faut savoir que c'est la meilleure équipe depuis quelques saisons en Russie.
la Russie avec les sanctions, ils jouent plus en Coupe d'Europe. Donc du coup, ils sont focus sur le championnat. Le Zénith cette saison, ça a mis pas mal de 4-5-0 des gros scores et avec un gros milieu de terrain. Et ce gars-là était vraiment titulaire indiscutable. Il a joué quasiment tous les matchs au milieu de terrain. Il avait avec lui des joueurs comme Wendel, Malcolm, des joueurs qui sont quand même une très grosse expérience au niveau Coupe d'Europe. Et au niveau de son profil, c'est vraiment un box-to-box, donc c'est des mecs qui courent un peu partout. Très bonne frappe de balle, assez dur sur l'homme. Je pense qu'il va vraiment, comme disait Elsner, il va venir compenser là où on avait un petit déficit l'an dernier, c'est-à-dire on avait très peu quand même de milieux qui se projetaient. On était au niveau du milieu de terrain, on avait un petit peu de mal à se projeter, à avancer avec le ballon. Il y avait juste Kesha qui faisait ça de temps en temps, mais sinon c'est vrai que Richardson, Mbemba et autres, c'est vrai que t'as vraiment du mal avec le ballon à le garder et puis à se projeter, quoi. Et à ce niveau-là, je pense qu'il va vraiment nous faire du bien. En tout cas, j'ai hâte de le voir à l'œuvre en amical, j'espère, contre le PSG. Peut-être avant en Ligue des Champions de Normandie, le match Ah oui, il y a contre Caen, ouais. de la Ligue des Champions bas normande, peut-être dès mercredi. Yann, est-ce que tu souhaites réagir sur une des arrivées? Je te laisse le choix, je t'impose pas. Quel joueur souhaites-tu parler? Si tu souhaites parler, bien sûr, d'un joueur. Ah, je crois qu'Yann est parti à la sieste avec ses... Non, excusez-moi, j'ai pas entendu que la question, c'était Yann au départ qu'elle m'était adressée. Globalement, pour l'instant, l'ensemble est très cohérent, même si très honnêtement, les joueurs, je les connaissais pas plus que ça avant. Certains noms, bien entendu, mais voilà, pour dire exactement que je les ai quasiment jamais vus jouer. Mais j'ai tendance à faire confiance en Mathieu Bottmer. Le petit coup de cœur quand même, c'est pour Soumaré. J'avoue que c'est quelqu'un qui m'avait tapé dans l'œil lorsqu'on a fait le déplacement à QRM. J'ai regardé son nom après pour me dire qui c'est ce gars-là, regarder un peu ce qu'ils disaient de lui en actualité. Et c'était toujours très très positif, aussi bien sur le jeu que l'état d'esprit. L'entraîneur de Bordeaux qui avait révélé que globalement c'était Guillon qui espérait qu'il aimerait qu'un joueur comme ça rejoigne son effectif, qu'il avait été impressionné. Et j'avoue que moi il m'avait impressionné parce que j'avais rarement vu un joueur transpercer aussi facilement notre défense, passer très très facilement, notamment au début de match. Et puis après, comme tout le monde, je regarde sur YouTube la vidéo des meilleurs moments. Certains m'ont répondu, en gros, les défenseurs, c'est des plots. C'est un argument que je veux bien entendre. Quand c'est un championnat chypriote, allez, peut-être hongrois sur les équipes les plus faibles et autres, des défenseurs de Ligue 2, on sait ce que c'est. Effectivement, sur certaines actions de Soumaré, les défenseurs ont l'air de plots. Mais globalement, ces défenseurs-là, on les connaît. Et donc, si ce sont des plots, c'est que le gars a un potentiel très intéressant. Donc après, à voir ce qu'il va donner en Ligue 1, parce qu'il y a une marche à franchir. Mais en tout cas, voilà, je mets ma petite pièce dessus, comme dirait l'autre. Ok, ça marche. On fera les comptes à la fin de la saison. Celui qui a mis le plus de pièces, ça marche. Merci Yann. Ouais. CC, tu dors ou pas? Alors, je suis glissé dans le toboggan. Super. C'est pendant ton quiz, tu nous as parlé de Loïc Nego. Alors CC, je vais te poser une question piège. Walid El Jam ou Loïc Nego à la reprise à Montpellier? Ah, c'est vraiment dur. Pour toutes les fois où tu poses des questions dures aux autres. Ouais, non, c'est vrai. En vrai, je réfléchis. En vrai, tout dépend des matchs amicaux, honnêtement, de qui est le plus en forme ou qui est le meilleur en fait. Donc là, le problème c'est que Le Havre a joué, ils ont joué une équipe d'Octeville-sur-Mer quoi. C'était compliqué à voir qui était bon, pas bon. Je pense que c'était plus un match pour le physique. Mais j'ai vraiment hâte déjà de voir le match mercredi et de match samedi prochain. À voir. Honnêtement, à voir, mais je mets quand même une petite pied sur Loïc Nego qui a un peu plus d'expérience quand même. Malgré la super saison qu'a fait Walid El Jam, tu nous mets Loïc Nego en pole position, ça marche. Après, attention, Loïc Nego a de l'expérience, mais pas en Ligue 1. Ou alors, il y a très longtemps. Et c'est vrai que Walid El Jam revenait
revenait de Ligue 1, même s'il n'avait pas joué beaucoup. Donc je pense qu'il a déjà connaît un peu plus le championnat, mais je mets quand même une petite pièce sur le Nego. Viens, je vois que tu as envie de parler. Ouais, Vas-y. ça peut dépendre aussi du système de jeu qui va être adopté par Elsner, parce qu'on entend à droite, à gauche, qui sera peut-être amené à passer du 4-3-3 à peut-être un 3-5-2 ou une défense à 3, et que dans une défense à 3, je pense que El Hadjam a sa place avec Loris et Sanganté. Et dans ce cas-là, il y aurait aussi la place pour Nego sur une place de piston à droite. Donc je pense que les deux peuvent jouer ensemble. Tout dépend de la configuration du système de jeu qui sera proposé par Lesner. Donc voilà, tout est ouvert. Mais Clément, Je suis assez ouais. d'accord avec ça, mais je pense que le système A3, il va pas venir. Je pense qu'on va rester à Bah, 4 derrière. Justement, Clément, sur le match amical contre la D2 slovène la semaine passée, je crois que Lucas Elsner a changé 2 fois la composition, enfin la formation, il me semble. Ouais, première compo, c'était un 4-4-2 classique, assez offensif avec Soumaré à gauche et Diawara à droite au niveau des milieux. Et seconde mi-temps, de souvenir, c'était 5-2-3 ou 5, non, 5-3-2. 5-3-2, en effet, avec du coup, on avait Casimir à gauche en piston et à droite c'était Chadli. Donc après, moi je rejoins Vivien, c'est vrai que quand Bodmer a recruté Nego, il a aussi parlé de sa polyvalence. C'était un gars qui pouvait jouer effectivement arrière droit, mais aussi ailier droit. Et ça peut permettre quand même à Elsner de le mettre piston et recentrer à la jambe. C'est pas déconnant. Après, je pense que le système va s'affiner un petit peu. Est-ce qu'il va rester en 4-3-3? Alors moi, je te dirais, si je devais prendre un pari, au vu des recrues, j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers un milieu double 8. Donc 4-2-3-1 ou en effet 3 derrière et 2 au milieu, quoi. Mais bon, à voir ce que ça va donner. En tout cas, pour Nego, c'était quasiment le meilleur joueur, je pense, la première mi-temps, c'était Nego. De mon point de vue. Et d'ailleurs, regarde la parole, je crois que tu es un des rares qui a vu l'intégralité du match. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Kondé Diawara? Il me semble qu'il a Ouais, mis un but. il a mis un joli but en solitaire quasiment, assez technique, assez vif, un profil qu'on n'avait pas forcément. Alors après, c'est vrai que parfois je trouve un petit peu brouillon dans ses prises de balles, dans ses contrôles. On sent qu'il y a du potentiel, mais il va falloir. En tout cas, je pense pas qu'il part titulaire d'entrée. Par contre, en fin de match, pour faire mal à l'adversaire, ça peut être intéressant. Moi, j'aime pas mal aussi Chadli. Là, c'est vrai qu'il a fait un bon match aussi. Enfin, un bon match. Il a fait son match piston droit. Et avec les embouteillages qu'il y a au niveau des idées, ça va pas être facile pour lui. Mais j'aimerais bien aussi voir un peu plus Chadli, en tout cas dans les autres amicaux, voir ce qu'il donne, parce qu'il a vraiment un profil intéressant, Chadli. Il avait Moi, pas joué en défense centrale l'année dernière, Chadli, 1 ou 2 fois, il me semble, non? Non, Peut-être non, des non, non, bêtises. non. Non? Non, il jouait ailier droit. D'accord. Ok. Non, il était Ouais, rentré ouais, ailier droit. Ouais. d'accord. Ça marche. Tu voulais dire quelque Moi, chose. moi, j'avais une question pour Clément. Oui, dis-moi. Tu parlais de joueurs techniques. Tu penses que Quentin Cornet peut avoir sa place? Alors, il a joué en 10, il a joué en 10 et j'ai trouvé très mauvais. Moi, non, ce mec-là, après, je pensais qu'il allait vraiment partir 1er juillet, il serait plus là. Il est encore là. Moi, je le trouve pas du tout concerné. En tout cas, ce qu'il a montré au niveau de l'amical, j'ai vraiment pas trop aimé ce qu'il a fait. C'était un des rares où tu le voyais pas, alors qu'en face, comme tu disais, c'était Octeville, le mec, il était invisible, quoi. Donc bon, c'est un peu triste pour lui. Alors est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va rester et faire une saison blanche? Parce que s'il reste, je vois pas comment il va grappiller des minutes, quoi. Moi, je suis d'accord. Par contre, j'ai été surpris par Nola Dembamba, qui a fait quand même une belle copie. Ah, Il met un doublé, je crois. ouais, il met un doublé, même un but, une reprise de volée intéressante. Mais moi, j'ai pas trouvé, enfin, honnêtement, le milieu de terrain en première mi-temps, j'ai pas trouvé ça ouf. Ebonog, il était perdu, et puis Mbemba, voilà, ça allait. Par contre, le Bentoumi, là, les 20 minutes qu'il a fait, franchement, c'était le mec, on dirait qu'il joue contre des U20, quoi. Bah, Des on U13. se l'est dit. Est-ce que je Ah regardais non, le mais match à ce Bentoumi, mais moment-là? On les se 20 l'est minutes dit. qu'il fait, le mec, il te fait trois petits points à la minute, il t'a mis une passe pour quitter à l'eau aussi, une passe laser, mais c'est un truc de fou, quoi, ce qu'il fait, le gars. Lui, c'est vraiment un tout bon, hein. D'ailleurs, tu rebondis enfin, tu parles de Yann Kitala, on va rebondir sur lui. Est-ce qu'on a besoin de recruter un attaquant, Vivien, quand on voit que Yann Kitala arrive à mettre de but contre une D2 slovène? Non, c'est pas la peine. Yann Kitala suffit amplement pour la Ligue 1. Non, non, je déconne.
Non, bah oui, il est urgent de recruter devant un ou deux numéro 9. Je crois que malheureusement, Kitala n'a plus sa place au club. Enfin, c'est malheureux à dire, hein. Le bonhomme, je l'aime bien, mais il a déjà pas le niveau pour la Ligue 2. Je vois pas trop ce qu'il ferait en Ligue 1, hein. À part vraiment qu'il ait vraiment complètement raté sa saison précédente et que là, il se révèle d'un coup. Mais je crois Kitala, Cornet, comme on t'en parlait, Clément, ce sont des joueurs dont il va falloir se débarrasser. J'aime pas le terme parce que ce sont avant tout des êtres humains et des joueurs qui ont participé à la montée activement et que faut les respecter en tant que tels. Mais dans une réalité de club de foot, malheureusement, bah il y a des gens qui arrivent, d'autres qui doivent partir parce qu'ils sont pas forcément au niveau. Et Kitala, Cornet, celui qui est parti en Suisse, mince, j'ai déjà oublié son nom. Mahmoud. Voilà. Mahmoud. Voilà, c'est ça, c'est le profil de joueur qui pouvait éventuellement rentrer à 10 minutes de la fin à un match de Ligue 2, mais en Ligue 1, ils ont plus du tout leur place. Donc ouais, Kitala, malheureusement, je vois pas. J'aurais préféré, pour parler tout à l'heure pour parler de s'appelle de Thierry, j'aurais préféré que garder Thierry et que Kitala parte. Je sais pas si Kitala va partir. Je pense que oui. De toute façon, le mercato est loin d'être terminé, hein. Ça se termine le 31 août, hein, dans mes souvenirs, le mercato estival. Donc on est loin de la fin là, hein. Il y aura encore des gens qui vont arriver partir, je pense. Après, le problème, c'est comme il y a toujours eu au WAC, c'est que les gars, ils ont un salaire. Quand on dit Kitala, tu peux pas les dégager comme ça, quoi. Tu peux pas leur dire, non, on arrête c'est là. sûr. Donc, est-ce que t'as un club en Ligue 2 qui va s'aligner pour, bon, Cornet à la limite, une équipe comme Bastia ou Amiens, pourquoi pas, mais Kitala, est-ce que t'as un club en Ligue 2 ou à l'étranger qui va s'aligner sur le salaire et dire, ouais, moi, je le veux? Je pense pas, hein. Faut déjà rompre le contrat, déjà. Faut pas espérer un transfert. Ah, mais c'est sûr. ouais, mais je pense Déjà. pas que, ouais, mais Voilà, le rompre, ça va et puis te laisser coûter, partir. ça va te coûter hyper cher. Je Ouais. pense pas que le HAC, ils vont rompre des contrats. Par contre, libérer pour que lui, il aille quelque part, s'il trouve un club, pourquoi pas. Oui, non, Mais- excuse-moi, c'est ça dont je voulais parler. C'est le libérer, voilà. pas rompre le contrat, Ah pardon, oui, pardon. c'est ça, Oui, bien sûr, ouais, le nous sommes libérer, d'accord. c'est-à-dire Ah oui. lui laisser la possibilité de partir, mais sans demander d'indemnité de transfert, quoi. Ah oui, bien sûr, bah oui, non, on va pas demander 2 millions pour Kitala, quoi. Mais, Sur un Ça se tente. malentendu. Ça se tente, ça se tente, hein, sur un malentendu, exactement. Proposez-le à Sochaux, pourquoi pas, il y a une attache. Enfin, pardon. Est-ce que quelqu'un, en parlant de Sochaux, justement, veut nous parler de Rassoul Ndiaye, un jeune qui est arrivé aujourd'hui? Ça faisait quelques jours, voire une semaine au moins, qu'on entendait parler de la rumeur Rassoul Ndiaye. Quelqu'un veut nous en dire plus? Moi, Yann, CSC, Vivien, a priori. Ouais, Vas-y, je Rassoul Ndiaye, ouais, je vais en parler rapidement, mais moi, je l'aime, il me plaît beaucoup, ce joueur. Il a un profil gros potentiel, 21 ans. Il a démontré sur ces 2 dernières années c'était un très bon joueur de Ligue 2. Surtout là, il y a 2 ans, parce que l'année dernière, il a eu des statistiques un peu moins folichonnes parce il avait eu l'opportunité de partir à Toulouse lors d'un transfert. Et puis Sochaux avait pas voulu le laisser partir, donc il a certainement été un peu bougon, un peu chafouin, donc il a peut-être pas eu les mêmes performances que sa première année pro. Mais c'est un gros potentiel, à mon avis. C'est un mec qui peut faire une carrière. Enfin, si on veut comparer à un mec qui a un gros potentiel qui est parti de chez nous récemment, c'est Richardson. C'est peut-être pas le même profil, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable, dans les années qui viennent, d'être un joueur majeur en première division. J'en suis convaincu. Donc, avec Zoreyev et puis avec Eshta ou avec Targaline, je pense ça peut nous faire un très beau milieu de terrain. Et Guillaume, je t'ai pas entendu prononcer la rumeur de grand attaquant nigérien. Mais parce qu'on n'est pas encore arrivé aux rumeurs. De toute façon, il signera pas, t'as pas besoin de parler. Tu veux parler de Chukwuemeka Mikumezi, je suppose. Bravo. C'est ça. Bravo. Bien sûr. D'ailleurs, Un professionnel, hein, on peut le dire, il s'entraîne 6 fois par jour, hein. Si Francis m'entend, je suis là, dispo, il n'y a pas de souci si jamais il joue, hein, et on le recrute. Je suis dispo pour l'annoncer au moment de la compo. Tiens, Romain, garde le micro. Dis-moi, sur les recrues qui sont arrivées, sur lesquelles souhaites-tu parler, si on a en particulier, mais tu peux revenir sur un joueur, hein, peu importe, il n'y a pas de souci. Non, moi je vais faire mon capitaine, je vais faire une synthèse. Non, globalement c'est cohérent, c'est de l'expérience derrière.
avec Johan Salmier et Loïc Nego. C'est certainement un peu de folie devant avec Issa Soumaré, en tout cas sur les côtés. Et puis ça a l'air d'être du costaud au milieu, hein, avec Ndiaye là qui vient d'arriver aujourd'hui. Voilà, on en dit que du bon aussi. À côté de ça, il y a du très prometteur comme Cheikh Doumbia, et ça on sait faire au hack avec les très prometteurs. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à gratter un peu de temps de jeu. Et j'en ai oublié un, non? Oui, bah du très costaud, très très costaud avec le Russe forcément au milieu de terrain. C'est quoi son nom russe aussi? On sait jamais. Oh Hein, là, comment vous avez dit tout à l'heure? Kouziaev? Koudziev, moi je dis Koudziev. Kouziaev, d'accord. Sincèrement, je connaissais pas avant. Je suis très football championnat français, Ligue 2, Ligue 1, un peu de Ligue des Champions, mais plus sur les clubs français. Mais voilà, donc je connaissais pas avant. J'ai découvert avec le transfert. Je suis très content de le voir débarquer au HAC. Et oui, et puis celui que je cherchais c'était Diawara, donc un pari, mais ça on pouvait s'en douter quand même aussi un peu, puisque c'est quand même un peu pas le but de la data, mais ça en fait partie en tout cas. Allô, allô? Oui, moi je suis d'accord avec toi. Non, J'étais parti dormir avec CC, excuse-moi. Ah oui, il me semblait bien. Merci pour cette synthèse. Oui, Clément, vas-y. Ah non, moi juste que j'étais d'accord avec le capitaine. Bravo capitaine. Yann, Merci. Yann, ouais. Yann, vas-y. Ouais, non, j'avais juste, j'abondais dans le même sens que Romain, si ce n'est que, alors j'ai une petite, moi aussi, je suis très séduit par le milieu de terrain sur le papier. Hein, on a l'impression qu'on a un peu un gros quatuor avec plein de profils différents. Par contre, le seul petit bémol, c'est qu'il n'y en a pas un qui a connu la Ligue 1. Targaline, alors je veux dire le Russe également de mon côté, Keshta, et Rasoul Ndiaye. En fait, c'est soit Ligue 2, soit étranger. On sait que les Russes, forcément, je suis hyper séduit par le profil et on se dit Ligue des Champions, mais il va être quand même bien, même s'il a l'air très intelligent, il va être bien déraciné. Donc quelque part, alors, j'ai dit bémol, je vais dire plutôt inconnu sur ce milieu de terrain. Même si de base, je suis très séduit. Mais justement, est-ce que, alors certes, le milieu de terrain ne connaît pas la Ligue 1, mais c'est le contraire de la défense, puisqu'on a quand même des sacrés recrues. Je pense à Johan Salmier, notamment, si quelqu'un veut nous en parler un peu plus, quelqu'un qui est expérimenté. Alors moi, je suis pas expérimenté. Excusez-moi, je reprends la parole. Vas-y. J'ai reçu en fait un message en fait d'un des leaders du groupe strasbourgeois, les Ultra Boys 90. C'était pas encore fait, mais il m'a envoyé un petit message en me disant franchement les gars, niveau mentalité, super recrue. Il a commencé chez nous en amateur. Il est resté alors qu'il avait d'autres propositions. Et bon, globalement, il a fait son expérience en pro. Et il a dit, en tout cas, dans un groupe et au niveau mentalité, c'est un super gars. Pour le reste, au niveau football technique, j'avoue, j'ai pas suivi, mais en tout cas, je pense que dans un groupe, avoir quelqu'un comme ça qui a une expérience Ligue 1, c'est intéressant. Bah, Clément, t'en penses quoi de Johan Salmier, du coup, en termes de jeu? En termes, c'est un défenseur central, quoi. En termes de jeu, c'est il défend. Merci Clément. Il n'a pas créé. Moi, par contre, de ce que j'ai pu, moi, j'ai pas trop suivi 3 cette année, mais de ce que j'ai lu, bon, 3 est un petit peu à la ramasse cette année. Défenseur assez lent, plutôt physique. C'est en effet, comme l'a dit Yann, quelqu'un par contre qui a la mentalité club. C'est pas pour rien qu'il a fait que 2 clubs en 10-12 ans. Je pense qu'il va, pas sûr qu'il parte titulaire. Je pense par contre qu'il va nous amener un vrai plus au niveau du vestiaire, au niveau du groupe, au niveau de son expérience de jeu, au niveau de son expérience du maintien. Je pense que c'est ce que je recherche chez Bodmer aussi. Donc, à voir aussi comment il va s'installer dans ce groupe-là. À voir aussi, si on passe sur une défense à 3, peut-être que là, du coup, il pourra peut-être le faire jouer. Mais pour moi, pour l'instant, je vois Sanganté et Lloris devant, sauf que Lloris, on connaît, et bon, le physique, c'est pas forcément son fort. Et Salmi, de toute façon, aura des minutes de jeu, parce que Lloris sera sûrement absent un quart de la saison, quoi. Au moins. Ça marche. Mais on va avoir nos réponses bientôt, puisque on
va, si vous me permettez, basculer sur le calendrier. On va pas parler des matchs amicaux, même si mercredi, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la Ligue des Champions de bas normande à Vire. Voilà, et après vendredi, le match contre le PSG dans le nouveau centre d'entraînement de Paris. Mais le premier match de la saison, hein, celui qui nous importe le plus, c'est à Montpellier. Le HAC ne souhaitait pas recevoir pour la première rencontre, car la pelouse a été changée pendant la trêve. Pourra donc un Queneutico du plus bel effet, je l'ai appelé comme ça, j'espère que ça vous plaira. Pour ce Queneutico, c'est un match très intéressant pour débuter, Yann, à Montpellier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vraiment un match intéressant. En plus, face à Montpellier, globalement, c'est le type d'équipe qui, une année, est tout proche de l'Europe, l'autre année joue le maintien. Donc là, globalement, on sait pas trop. Parfois, c'est une équipe qui commence très bien et qui finit mal, ou inversement. A priori, ils sont globalement positifs avec des Zakarian, où il a un peu remis tout le monde en place. Donc globalement, oui, très bon match. Petit inconnu quand même, parce qu'on va jouer un dimanche à 15h en été à Montpellier. Alors j'espère qu'il va pas faire 45 ou 50 degrés, parce que ça c'est la belle trouvaille. Hein. Dans d'autres pays, on décale quand même les horaires pour avoir un peu plus de frais. Donc voilà, j'espère que les conditions seront bonnes et bon, c'est pour moi c'est ce match-là. Voilà, je suis pas parieur, mais là pour le coup, je mets aucune pièce parce que vraiment tout peut arriver. Non, mais Ah, j'ai t'inquiète déjà pas. une première réponse pour toi si tu veux, Yann. Vas-y. Ah bah étant à Marseille, je peux te dire qu'il fait très 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 chaud. Non, mais vous Ouais. inquiétez pas, la chaleur, la Ligue a mis en place une pause fraîcheur. C'est Ah parfait, oui, tout va bien se passer. Ouais, il faut c'est avoir du génial. courage pour courir. Hein. Et ensuite, on entamera donc après ce match à Montpellier un périple breton, hein, recevant tout d'abord le Stade Brestois, suivi d'un déplacement à Rennes, et enfin nous recevrons les Merlus de Lorient. Brest pour démarrer la saison à domicile, candidat au maintien, c'est pas mal hein, pour se mettre dans le bain progressivement, messieurs. Romain, t'en dis quoi, toi, coach, capitaine? Ouais, tout à fait. Non, mais rapidement pour Montpellier, je pense que c'est une belle affiche pour la première à l'extérieur, là pour la première journée. Comme l'a dit Yann, hein, je le rejoins. C'est un club, si on regarde dans la moyenne, qui est plutôt au milieu de tableau, donc c'est très bien pour débuter. Et puis effectivement recevoir Brest à domicile, non, c'est un bon début de calendrier. Alors après, il y a d'autres phases hein, dans ce calendrier qu'il faudra négocier, qui seront très difficiles. Je pense notamment au mois d'octobre, hein, on enchaîne Lille, Marseille, Lens. Et puis qu'est-ce qui était ressorti aussi, je ne sais plus, mais je l'ai sous les yeux. Hein, mais qu'est-ce Le qui mois était de février. ressorti le mois de février, hein, qui était compliqué aussi. Hein, Monaco, Rennes, pareil, Lille, Reims. Enfin voilà, donc. Pour débuter, c'est très bien. Après, c'est la Ligue 1. Hein, de toute façon, hein, on s'est creusé la tête hein, pour trouver des phases plus favorables au HAC dans ce calendrier. Bah, tout simplement, il y en a pas. Hein, c'est la Ligue 1 et ça sera de toute façon compliqué et ce sera un combat à chaque journée. Ouais, et toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de calendrier? Est-ce que c'est un plutôt favorable, on va dire, pour entrer progressivement dans la Ligue 1? Alors, je vais pas me prononcer sur les clubs bretons parce que j'ai ma conjointe qui écoute le Space et si je dis quelque chose de mal, je suis foutu. Donc non non donc vu le calendrier, ouais, c'est bien, ça peut nous mettre en jambes tout de suite. Au moins on va prendre la température et puis avant d'affronter les gros, je crois qu'en plus on affronte Paris assez vite, il me semble. Enfin, j'ai plus le calendrier en tête, mais il me semble qu'on affronte des gros assez Alors, rapidement. on affrontera Marseille le 8 octobre, Paris seulement le 3 Ouais, décembre. Donc, ouais, le c'est Ouais, ça, premier c'est ouais, gros, d'abord Lyon, Marseille. d'abord Rennes alors et Lyon. Ouais, ouais. Rennes le Ouais, 27 alors, août et Lyon le 17 septembre. Ouais. Ouais. ouais, ouais, désolé, hein, mais après avoir vu la saison de Lyon et après avoir vu des matchs à Lyon et puis vu comment ça se passe actuellement dans leur club, Lyon sera pas gros encore cette année et je pense qu'ils vont même finir bien plus bas que cette saison. Donc à voir leur fin de mercato, mais ça va être compliqué pour eux, je pense. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des points, par exemple contre Lyon, et je pense qu'il va falloir grappiller comme ça de toute façon, hein, prendre un point ou trois à l'extérieur, et puis essayer de grappiller le maximum de points contre les gros, et puis gagner des matchs importants contre des clubs comme Brest, Toulouse, Nantes. Donc on verra bien. Vivien, on en parlait l'année dernière, à peu près cette période pour les féminines, en disant que en D1 Arkema, elles étaient dans un championnat parallèle avec les candidats
au maintien et à la descente en D2. C'est un peu pareil ce qui nous attend cette année. On va avoir un autre championnat parallèle avec ces clubs-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, un championnat un peu à deux vitesses ouais, on peut utiliser le terme, ouais, avec des gros clubs qui vont jouer les premières places et puis des équipes comme Le Havre, comme Brest, comme peut-être Montpellier, comme Metz, enfin qui vont elles jouer le maintien hein, clairement, mais pour en venir au début de saison, moi je trouve que c'est un bon petit début de calendrier qui est sympa, qui va peut-être nous permettre d'accrocher des points et peut-être même des victoires assez rapidement, parce que contre Lorient à domicile, contre Brest à domicile, ou même à Montpellier, on peut, pour la confiance, c'est important. Je n'aurais pas aimé un début de saison où on nous aurait vu affronter directement des gros clubs et commencer avec les 5 premiers matchs, 5 défaites ou un nul et 4 défaites, parce que même si on affronte des gros clubs, pour la tête, c'est important pour le mental, c'est important de commencer avec quelques résultats positifs. Et contre Brest, contre Lorient et contre Montpellier, on peut prendre des points, gagner, et puis peut-être repartir avec 6 ou 7 points au bout de 5 matchs. Et le maintien se joue à 42 points, généralement en moyenne. Donc c'est important de bien démarrer. Donc moi, je suis assez satisfait du calendrier, personnellement. Alors, pour rebondir sur ce que dit Vivien, alors je suis pas sûr que ce soit une bonne chose de commencer par des clubs comme ça direct, dans le sens où je préfère jouer par exemple Paris dès la première journée, le fait qu'il soit pas en jambes, etc. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire je sais plus d'ailleurs, génial. Euh, Si tu peux me répéter ta dernière phrase, j'avais un truc super intéressant à dire, mais je l'ai complètement sorti de ma tête. Ça va Tu vite me revenir. écouteras le replay puis tu la poseras sur la prochaine émission. Ouais, exactement. Exactement. Je crois que je me fais vieux, les gars. Ça va pas, hein, faire la tête. Entre ses siestes et ses trous de mémoire, lui, il Ah ouais, commence non, mal j'ai la un saison, problème. celui-là. Je suis Honnêtement, hyper fatigué. je me demande qui est le plus vieux entre toi et moi. Là, Bon, actuellement, honnêtement, je pense que c'est moi, là. on a fait entrer Gilles et il a plein de choses intéressantes à nous dire, Gilles, je pense. Salut les Gilles. copains, salut Yann. Salut Salut Gilles. Gilles. Salut. Je voulais rebondir sur ce que disait Vivien, parce que moi je te trouve extrêmement optimiste, Vivien. Moi je regarde le calendrier, je me dis que si à fin septembre on a 6 points en 6 matchs, ce sera déjà très bien. De toute façon, je crois vraiment que vous êtes très optimistes, les gars, mais non, ça va pas se passer, ça va pas se passer aussi bien. Faut juste être là. Non, mais sérieusement, les gars, il y a Bon, on va les jeter d'un pont, alors. Ouais. Allez, viens. Non, mais ouais, non, mais vous rigolez. Attends, on va être sérieux. Vous prenez les 17 équipes. Il y en a combien qui nous sont inférieures? Toutes. Bah, honnêtement, peut-être 3 ou 4. Honnêtement. Hein. Mais Ouais, trop Et je suis encore, on d'accord. tirant par les cheveux. Hein. T'en as Moi, je peut-être suis pas une ou d'accord, deux par qui est contre. inférieure et 2 ou 3 où à peu près pareil, mais c'est tout. Hein. Si on Tire pas les cheveux. Hein. Si on Ouais, fait, mais- oui, toi Guillaume, c'est sûr, c'est compliqué. Et puis Vivien, j'en parle même pas, mais Vivien déjà, il est trop grand pour lui attraper les cheveux et vu qu'il y en a pas, non, c'est c'est la raison pour non, laquelle. non, mais c'est pas parce que Romain et toi, vous êtes petits que les autres sont grands. C'est juste parce que vous êtes des nains, c'est tout, les gars. N'oubliez pas. Tout ce qui est petit, Oh, l'attaque frontale. c'est pas grave, on se rattrapera quand on ira à Metz, hein. Ah ben, j'espère bien que vous viendrez, bande de petits saligots. Mais à part ça, il y a combien d'équipes sérieusement? Brest, Metz, Honnêtement, Brest, Nantes. Metz. Clairement. Metz peut-être pas, mais Nantes pour moi est largement en Nantes. dessous. En plus, Bah, on termine le- Nantes, Nantes Nantes, et Nantes. Strasbourg, t'attendras de voir comment ça se passe, parce que si ça recarbure juste un tout petit peu mieux, bah ça nous écrase. Bah, franchement, honnêtement, j'ai hâte de voir Nantes parce qu'en plus, ils n'ont pas recruté, je crois, pour l'instant. Et Bah, tu verras. je crois, ils ont perdu Ludovic Blas. Franchement, ça va être compliqué hein, pour eux. Oui, mais pour nous, ça va pas être simple. On Non, prend non, rendez-vous je fin dis septembre, bien. sinon. Hein. Non, Mais avec le mercato qu'on a fait qui est plutôt cohérent, je pense qu'on peut être optimiste un petit peu. T'as dit Oui, toi-même, puis, il y a pas il y a pas beaucoup de mecs qui ont joué en Ligue 1. Les gars, on n'a pas d'expérience. Ça peut vite tourner dans l'autre sens parce que l'année dernière, ça a tourné tout seul. On ne sait pas comment cette équipe va Ouais. réagir quand elle va perdre 3 ou 4 matchs d'affilée. Et regardez les calendriers, il n'y a pas beaucoup de mois où on va pouvoir faire plus de 6 points. Ouais, honnêtement, Ah, je vais dire ouais. la même phrase que le premier Space l'année dernière.
Je veux dire, on verra. Hein. Si la mayonnaise prend, tant mieux. Si la mayonnaise prend pas, ça va être compliqué. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi que si nous, supporters, on n'est pas un minimum optimiste, qui le sera pour nous? Voilà, sans tomber dans l'euphorie idiote et dire qu'on va être en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui serait totalement stupide, avoir un peu d'optimisme en se disant qu'au bout de 5-6 journées, on peut avoir 6 points, ça me paraît pas non plus totalement délirant. C'est un optimisme raisonnable, je trouve. Donc oui, après, effectivement, il y a plein d'équipes qui nous sont supérieures. Je suis d'accord, Gilles. Mais penser qu'on peut s'en sortir avec une victoire sur Brest et sur Lorient à domicile et faire un résultat sympa à Montpellier, ça me paraît pas inaccessible. Après, peut-être que tu as raison, peut-être qu'on va perdre nos 5 premiers matchs et puis qu'on va être en grosse difficulté et arrivé au mois de décembre, on va faire un SpaceX en disant ça y est, le hack va descendre. Mais non, moi j'ai envie d'être voilà, je suis en vacances, je suis de bonne humeur, j'ai envie d'être optimiste, voilà, tout simplement. J'ai juste vous raconter une anecdote pour vous expliquer pourquoi je veux pas remettre des bûchers dans l'enthousiasme. J'ai fait la saison où on monte suite à Waro. C'était magnifique, c'était merveilleux. On a passé ça. Dans les premiers matchs qu'on joue, on va jouer à Nancy. On perd. Et j'ai avec moi donc mon copain qui était à peu près dans la même session, et j'ai deux plus jeunes qui eux ils sont tombés de la chaise. Ah, on a perdu et on les a regardés, on a dit mais les gars, préparez-vous à ça hein, parce que on va en perdre des matchs. Je pensais pas qu'on allait en perdre autant, mais on en a beaucoup perdu. Donc soyons raisonnables et oublions pas que en face, ils sont quand même pour la plupart plus expérimentés, plus forts, et ne serait-ce qu'un Clermont par exemple. Bah, ça connaît la Ligue 1, ça fait 3 ans que ça connaît la Ligue 1, ça sait maintenant comment ça se passe. Donc, un match où on aurait pu le gagner, où on les regardait dans les yeux, à la base, ils ont déjà le petit avantage par rapport à vous. Donc, attention à ne pas être dans l'excès inverse de ce qu'on était les années précédentes dans le pessimisme. C'est tout. Juste, attends, Ouais. je sais pas si je peux répondre. Vas-y, Clément, vas-y, Il y a je t'en prie. deux choses qui, moi, me font alors, pas forcément tomber dans notre optimisme BA, mais je rejoins Vivien. Il y a deux choses pour moi qui sont pas à négliger. La première, c'est qu'on est quand même sur une très bonne dynamique. Là où Nantes, par exemple, est sur une dynamique de merde. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut penser quand même sur le début de saison. Et la deuxième chose, tu parlais de la montée il y a 15 ans. Le recrutement qu'on avait fait, c'était un petit peu un recrutement à l'Afghan. Moi, je me rappelle d'un Louvel qui cherche un attaquant le 31 en août en panique et qui finalement a eu Boli. Là, je sais pas si vous vous rappelez de ce joueur-là. Là, par rapport à ça, on a quand même un mec qui drive tout. Le recrutement est pensé, c'est un recrutement intelligent. On sent qu'il y a du professionnalisme. Et ça, juste ça, moi, je pense que ça va changer les choses. Et attends l'arrivée de Chukwuemeka Mikoumezi. Oui, j'attends avec patience. En tout cas, rendez-vous pris avec Gilles fin septembre et ses 6 points. On va aller vers la fin de ce premier space de la saison qui était très dense. On l'avait annoncé comme tel. Je voulais juste faire voilà un petit mot pour la prochaine émission avec Guillaume. On travaille à vous préparer une très belle surprise là pour le prochain space. En tout cas, on a eu un oui pendant ce space. On a eu un oui à notre invitation. On a lancé une invitation. On nous a répondu oui. Bien sûr, comme à notre habitude, on vous dit pas tout, hein, mais sachez que on vous donne rendez-vous là dans 15 jours, le 31 juillet, et normalement, on aura une très belle surprise pour vous. Alors, c'est pas au niveau de Yann, hein, mais c'est pas loin. Waouh. On a une demande Est-ce que c'est Chukwuemeka Mikoumezi bien sûr, on a une demande d'Alexandra. Alors, avant de conclure, je pense que Il insiste avec ça. Romain, si tu peux essayer de faire entrer Alexandra éventuellement. Ah, ça y est, Alexandra est là. Salut Alexandra, tu veux dire un petit mot avant qu'on conclue? Bonsoir à tous. En fait, j'ai une question pour Yann. Alors, je suis désolée, comme je suis arrivée 1 heure en retard, j'espère que c'est pas un repeat. Je voulais savoir, quand on était à la fédération des supporters, Yann, est-ce que on doit aussi, quand son club monte en Ligue 1, faire son mercato? Alors, je m'explique. Est-ce qu'on a besoin d'élargir un peu les effectifs de la fédération des supporters? Et deuxième point, est-ce qu'on essaye aussi peut-être d'aller rechercher ceux qu'on a un petit peu perdus sur les 10-15 dernières années? Voilà ma question. Eh ben, merci Alexandra, j'attendais tes questions. Voilà. Donc, À la bourre, on et en allait fermer plus, la boutique. Et c'est une question qui n'a pas été posée précédemment, donc c'est très bien.
Alors, oui, effectivement, on a un mercato qui est en cours. Il y a des têtes très connues qui vont rejoindre la fédération des supporters sur plusieurs niveaux. Je pense qu'ici tout le monde les connaît. Donc, pour vous dire que voilà. Donc, globalement, on a besoin de têtes, on a besoin de bras, on a besoin de mains, on a besoin de bonne volonté. Le but aussi pour nous, c'est de pouvoir chapeauter davantage et d'avoir moins la tête dans le guidon. Donc effectivement, on est ouvert à toute proposition. D'ailleurs, il y a la campagne d'adhésion de la Fédération des supporters va bientôt commencer et il y a un petit fascicule qui va sortir et effectivement, on va faire appel aux candidatures pour c'est des gens qui ont des connaissances particulières, qui sont capables de mettre en place des bases de données, d'être présents les jours de match pour aider, etc. Voilà, tout est bon à prendre. On va organiser une assemblée générale justement pour mettre tout ça en place début septembre. Et effectivement, comme je vous le disais, il y a des gens. Alors c'est pas 100% pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui doivent nous rejoindre, enfin qui veulent nous rejoindre, mais la décision ne dépend pas d'eux uniquement. Mais voilà, c'est plutôt bien parti. Donc voilà, vous allez avoir les nouvelles très bientôt. Alors, allez chercher les gens qui sont partis. Ces derniers temps, on en a beaucoup revenir déjà. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre, que ce soit au sein de la Fédé en direct avec ACFAN 1872, que ce soit au sein du COP Ciel et Marine, que ce soit au sein du COP Océane. Et puis après, moi je parle en tant que membre, mais effectivement au sein des Barbarians. Donc voilà. Et la deuxième question, c'était... Bah non, t'as fait les deux. C'était le. J'ai bien répondu. C'est faire revenir les débats. Merci mon petit Yann. Très bien. Et donc, merci Alexandra pour ta question qui était très intéressante pour conclure cette émission. Donc avant de conclure justement, nous souhaitions mettre en avant le grand vide-grenier organisé par les Barbarians qui aura lieu le 10 septembre au stade Océane. Les bénéfices serviront à financer les activités en tribune et à faire vivre l'ambiance au sein du stade. Hein, c'est ça Yann? Globalement, rapidement. C'est exactement ça. Donc pour y participer, pour ceux qui habitent sur le Havre et la région, vous pouvez encore être exposant. Sachant que c'est un vide-grenier, je pense que c'est le plus gros, quasiment le plus gros du Havre, et voilà, ceux qui sont exposants font des très bonnes journées et sont toujours très satisfaits. Ou alors, si vous êtes simplement visiteur, le jour J, vous payez vos 1 euro pour rentrer, parcourir les 1,4 km d'exposants, et vous pouvez les prendre un verre à la buvette ou acheter une frite sur le temps du midi. Oui, pour tout renseignement, vous pouvez envoyer un mail à vg.stadeocéane@gmail.com et nous partagerons le tweet des Barbarians juste à la fin du space sur le compte de l'émission. Donc ce premier numéro de la saison 2 de SpaceHack est maintenant terminé et nous souhaitions avec toute l'équipe le dédier à nos camarades socialiens qui traversent une période très très difficile en ce moment. Nous avons une grosse pensée pour les salariés du club et les supporters des Jaunes et Bleus auxquels nous apportons tout notre soutien. Sochaux vivra, Sochaux c'est vous. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez pris autant de plaisir à écouter ce space que nous en avons eu à le préparer. Un mois sans vous, c'était long, mais le retour n'en est que plus bon. On se retrouve dans 2 semaines, comme le disait Romain, avec une très très grosse surprise. Alors ça sera pas Chokubu Kamikomizi, 3e fois. Et on aura encore plein de sujets à aborder avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité. Et allez le hack. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Yann. À plus. Merci Yann. Salut. Merci Yann. Salut. Merci à tous.